J'accueille maintenant le docteur Raphaël Scapatici, qui est psychologue au CHU de Lyon, également libéral, sur la formation des professionnels à la résistance non violente. Si on l'entend, est-ce que son micro est peut-être pas activé? Ah, super, ça y est, ça marche. Voilà, super. Merci. Bienvenue. De mon micro, donc parfait. Du coup, en tout cas, merci. J'ai pris un peu en route. J'avoue que j'enchaînais avec mes consultations. Donc, je suis arrivée un peu au milieu du topo juste avant, qui était au demeurant hyper intéressant. Donc, moi, j'avais la mission, du coup, pour cette journée, en tout cas, de vous parler de la formation des professionnels. Alors, bon, je n'ai pas tout suivi, mais ma présentation, elle sera quand même beaucoup plus courte que les autres pour la simple et bonne raison que du coup, on en est qu'au début quand même de tout ce parcours-là. Mais en tout cas, merci à tous de m'avoir convié pour cette première journée. Et je vois aussi quand même à quel point dans le chat, c'est important aussi que les groupes se développent sur le territoire. Donc, je vais vous parler un peu de ce que je fais, enfin, de mon parcours déjà, que vous compreniez un peu où je me situe par rapport à la résistance non violente. Et ce que j'essaye de faire, enfin, je ne suis pas toute seule, mais on est plusieurs à essayer de faire ça sur le territoire. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je vois qu'il y a des noms de parents que je connais déjà, on va dire d'ici ou d'ailleurs. Donc, moi, je suis docteur en psychologie du développement, donc je suis aussi psychologue au départ, mais psychothérapeute en thérapie comportementale et cognitive et formatrice pour plusieurs associations de formation dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Bon, mes expériences, je suis un pur produit issu du CHU de Montpellier quand même, il faut dire ça. Bon, j'en profite pour saluer Nathalie qui est par là aussi dans les coulisses. Et du coup, j'ai été formée avec elle. Donc, historiquement, dans les premiers groupes. Et j'ai quitté le CHU en 2018 pour rentrer donc chez moi, donc du côté de Vienne, donc qui est pas très loin c'est pas très loin de Lyon, et où j'ai une activité en libéral depuis 2018 et depuis 2019, j'ai été recrutée aussi dans le service de psychopathologie du développement du CHU de Lyon, à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants, s'il y en a qui connaissent, dans le service du professeur Pierre Fourneret et du docteur Olivier Revol. Voilà, donc dans ce service, on a, peut-être vous pouvez mettre la diapo suivante, merci. Dans ce service, on a essayé on l'a fait même, de monter justement des groupes de résistance non violente pour les parents. Alors, l'organisation du service, je n'étais pas au topo précédent, mais elle est un peu particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consultation individuelle, c'est vraiment un service d'accueil et d'évaluation, d'accueil d'urgence, pardon, et d'évaluation. Donc, c'est vraiment des modalités de groupe et il n'y avait pas de modalités en individuel comme ça peut être le cas par ailleurs. Ce sont des parents dont les enfants ont des diagnostics qui sont déjà posés et ces groupes-là ont été malheureusement stoppés depuis le premier confinement. L'organisation à Lyon fait qu'on ne peut pas disposer de salles depuis le confinement alors qu'on sait bien que ce serait utile. Voilà. Mais ce n'était pas mon sujet, en tout cas pour aujourd'hui, mais pour que vous compreniez aussi que la résistance non violente, j'en fais dans ma pratique quotidienne, donc avec vous les parents. Mais une autre partie était de former quand même les professionnels à la résistance non violente aussi. Et donc, l'équipe soignante du CHU de Lyon, elle est aussi formée à la prise en charge finalement des enfants et des ados et des familles aussi. Alors, j'essaie de regarder un peu en même temps dans le chat pour essayer un peu de traiter les questions. Mais pour le coup, donc, c'est cette idée de vraiment dire qu'on utilise la résistance non violente aussi dans les soins, en fait, quand on est dans l'accueil de post-urgence et ou dans l'accueil en termes d'évaluation. Alors, dans l'évaluation, ça arrive moins souvent.
Mais voilà, toute l'équipe, elle est formée et en libéral. Donc en libéral, je fais la même chose que les collègues probablement d'avant ont déjà décrit. Donc forcément, je travaille avec les parents en guidance parentale, en groupe et en individuel plutôt maintenant. Voilà, et je forme d'autres professionnels en libéral. Et donc, je vais plutôt vous parler de ça aujourd'hui. On peut passer à la diapo suivante si vous voulez. Je vois dans le chat, alors je ne sais pas quelles sont les modalités, si je peux répondre en même temps que dans les questions du chat ou pas. Ouais. Alors peut-être ce qu'on se disait, c'est que peut-être de continuer sur la présentation, comme après on a une table ronde. Voilà, si ça vous embête pas, peut-être, voilà, on fera ça dans un second temps. C'est simplement pour ne pas les zapper, mais alors si vous faites le relevé, ça me va. Voilà, normalement, on devrait le faire, il n'y a pas de souci. Merci. Ça marche. En tout cas, voilà, sur la formation qui concerne plutôt vraiment les professionnels, alors via mes deux lieux d'exercice, voilà ce que j'essaye en tout cas de faire. Alors quand je dis j'essaye, je ne suis pas du tout la seule sur le terrain, mais c'est vrai que moi, je peux le mieux vous parler de la région lyonnaise et de ce qui s'y passe. Les autres endroits, j'y suis moins. Mais d'autres collègues relaient aussi ces formations-là, donc c'est important. Donc, via les associations de formation, en tout cas, ce qui se passe depuis 2018, dans les premières formations, on a vraiment essayé de former d'autres collègues professionnels, donc libéraux, de divers horizons, au programme à utiliser auprès des familles sur des sessions de 1 à 2 jours. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de démultiplier et de développer l'offre de soins pour être au plus proche des familles. Alors, avec le Covid, enfin avec la pandémie, en tout cas, on a vu aussi toute la visio se développer, mais c'est vrai que organiser des groupes en visio, tout le monde ne le fait pas. Alors, quand même, ceux qui sont faits au CHU de Montpellier, ça marche assez bien. Mais c'est vrai qu'il y a une liste d'attente et les gens font la queue. Donc, c'est important de former d'autres professionnels aussi pour intégrer ces outils-là et même dans leur pratique de guidance parentale. Parce que c'est vrai que dans les collègues qui ont pu être formés, beaucoup disaient, bon, bah, on ne sait pas vraiment si on va monter des groupes tout de suite, mais en tout cas, on va l'intégrer quand même dans nos outils habituels. Donc, je trouve que c'est important. Après, je vous donnerai quand même quelques chiffres, en tout cas dans les chiffres qui nous sont remontés, qui ne sont pas tout à fait réels, mais via le CHU de Lyon, où je suis depuis 2019, du coup, donc on forme les professionnels à utiliser le programme auprès des familles et dans les soins, donc je vous en ai parlé juste avant. Notamment les collègues qui sont sur des hôpitaux de jour, donc qui peuvent accompagner des familles et des enfants ou des ados, des collègues qui sont dans les dispositifs ITEP quand même, donc ça c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est... Alors, je n'ai pas fait de stats là-dessus, mais régulièrement dans ma consultation, j'ai des parents d'enfants qui sont dans ces dispositifs-là aussi et de professionnels qui sont bien souffrants et qui nous disent, mais en fait, nous, par rapport au comportement de tyrannie à la maison, on ne sait pas quoi faire parce que c'est vrai qu'on n'y assiste pas et on voudrait pourtant accompagner les parents parce qu'authentiquement, on les croit, quoi. Donc voilà pour ceux qui ont été formés. Les dispositifs d'hospitalisation à temps complet, alors là, c'était intéressant sur les professionnels parce que eux, leur objectif, c'est de réduire, vous savez, les mises en chambre d'apaisement qui existent dans certaines unités hospitalières. Et l'idée, c'était de dire si on arrive à lutter justement contre les comportements, contre la violence, en fait, on n'aura peut-être plus à utiliser ça et après, on pourra aussi le diffuser auprès des familles. Donc, les professionnels qui se sont formés dans ces contextes-là, c'était aussi avec ces idées-là. Entre-temps, on a formé aussi à la résistance non violente les médecins scolaires de 3 départements, donc du Rhône, de la Loire et de l'Ain. Voilà, donc ça représente à peu près de mémoire une cinquantaine de médecins scolaires et ils sont tous formés et là, ils sont en train de rediffuser en fait auprès de chaque équipe et de solliciter des collègues ou moi finalement pour venir mettre ça en place dans les instituts, enfin dans les établissements plutôt scolaires
Et là, par exemple, ça a pu donner lieu à des choses comme un collège, enfin le plus récemment en tout cas où je suis allée, un collège qui m'a sollicité où il y avait à la fois dans la même salle des professionnels scolaires, le médecin scolaire pour le coup, et des parents. Et l'idée, c'était vraiment de discuter justement de la résistance non violente, de comment on pouvait prendre en charge tous ensemble l'enfant, l'ado, et plutôt utiliser des stratégies par rapport au comportement de violence. Donc ça, c'était hyper intéressant parce que c'est vrai que dans les livres, notamment dans les programmes qui ont déjà été publiés sur la résistance non violente, il y a des programmes qui sont familiaux, mais il y a des programmes qui sont communautaires et des programmes qui sont scolaires en fait. Et ça, c'est vrai que tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, je ne sais pas si ça a été abordé dans la journée comme je n'étais pas tout à fait là. Donc, c'est intéressant. Et aussi, on a, avec mes collègues hospitaliers, on est intervenu dans une sorte d'initiation, dans une journée de formation de la Fondation OVE. Alors, la Fondation OVE, c'est une fondation qui gère pas mal de dispositifs comme les ITEP, comme les IME, pas mal de dispositifs dans le domaine du médico-social. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que effectivement, des fois, on se disait bon, c'est un peu la rencontre entre deux mondes parce que nous, on est plutôt, moi, je suis plutôt hospitalière et libérale, pas du tout dans le médico-social, mais dans le médico-social, les mêmes choses étaient relevées et c'était comment on accompagne nos collègues professionnels déjà à le mettre en place auprès de l'enfant, auprès de l'adolescent, mais derrière de diffuser finalement auprès des familles. Donc, c'était quand même très intéressant et je crois qu'ils font quand même un travail dans ce sens-là de qualité. Alors après, il y a eu un confinement, donc j'avoue que récemment, j'ai pas reçu ce qui s'était passé pour cette fondation, mais il y avait vraiment en tout cas une initiative de développer ça en interne. On peut passer à la diapo suivante. Et oui, alors ce qui est intéressant, alors je réponds pas forcément au chat, mais je regarde un peu ce qui s'y passe quand même. Du coup, c'était aussi de dire, voilà, les professionnels, de plus en plus, ils entendent parler de comportements tyranniques, de résistance non violente, de diagnostic, même notamment quand même de troubles d'opposition avec provocation. Ça, c'est quand même aussi un peu plus fréquent. On en entendait moins parler il y a une paire d'années. Et de ce fait-là, aussi des problèmes qui peuvent justement exister uniquement dans la sphère privée, avec cette idée, par exemple, dans le trouble d'opposition avec provocation, qu'il y a des niveaux et que notamment le niveau 1 qui s'appelle le niveau léger, qui porte très mal son nom, on s'entend bien, léger, ça veut dire une situation. Donc, ils ont bien en tête que ce niveau-là, ça peut être aussi vraiment les difficultés qu'à la maison. Voilà, donc on a quelques chiffres, en tout cas dans les collègues qui ont bien voulu me faire remonter des données par rapport à toutes les formations que j'ai pu faire dans ces 2 dernières années. Voilà à peu près ce qu'il en est. Donc, en 2019, 2020 et 2021, l'année est en cours, donc c'est un peu, c'est pas tout à fait complet, mais à chaque fois, on a essayé de former environ une cinquantaine de professionnels sur le territoire. Donc, une cinquantaine, on se dit, vu le travail qu'il y a à faire, c'est encore très peu. Mais je trouve quand même que que ça va dans le bon sens aussi, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se former. Il y a de plus en plus de dispositifs quand même qui nous sollicitent pour être formés au niveau des associations de formation, pour qu'on se déplace dans les institutions pour former tout le monde. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Alors, la route, elle est encore très longue, mais je me rappelle d'une pédopsychiatre dont je tairai le nom, avec qui j'ai bossé pendant très longtemps, bon, vous aurez deviné, qui a fait cette même route-là pour le TDAH. Et aujourd'hui, quand on voit les avancées qui sont faites dans le TDAH, je me dis que vraiment, ça en vaut la peine. Voilà, en tout cas, dans les professionnels formés, c'est à peu près une cinquantaine par an, et plus les médecins scolaires, là, dont je vous parlais, qui seuls représentent aussi une cinquantaine de professionnels. Donc, voilà, en tout cas, on essaye de travailler là-dessus, de diffuser le plus possible. Là, il y a aussi le côté quand même, avec tout ce qui va se développer de modules un peu en visio, ça permettra aussi
diffuser plus largement aux autres professionnels parce que bon, c'est vrai que jusqu'ici, il fallait se déplacer pas mal à droite à gauche et ça, c'était un peu plus compliqué parce qu'à donner des formations, on est plusieurs, mais on n'est pas si nombreux que ça. Donc, quand on doit compiler nos agendas hospitaliers, libéraux et se déplacer sur le territoire, c'est pas toujours facile, quoi. Voilà, donc à peu près à ce jour, depuis 2019, il y a 175 professionnels qui sont formés en résistance non violente, que ce soit sur le programme familial ou sur le programme du coup scolaire et communautaire. Les retours donc sur la formation des professionnels, c'est vraiment quand même cette idée qu'ils se sentent plus outillés pour accompagner les familles. Et encore une fois, alors je pense que vous l'avez peut-être dit dans les topos précédents, mais qui se sentent plus coincés par le fait que l'enfant ou l'ado lui-même n'ait pas envie de participer, en fait. Voilà, donc parce que là, les collègues quand même dans les centres d'intérêt par rapport à cette formation-là, c'était de dire, finalement, nous, on a des parents qui nous rapportent des difficultés de violence à la maison. Nous, on ne les observe pas et les enfants et les ados ne veulent pas venir dans les consultations. Donc, du coup, on ne voit pas bien comment on peut les accompagner. Pour autant, c'est vraiment, on ne sait pas faire. Et du coup, ces familles-là, on leur dit, et donc du coup, on ne les suit pas. Alors que là, ça les bloquait plus. Donc, c'était vraiment ce qui était intéressant aussi, de dire, finalement, on peut accompagner les familles, même si l'enfant, l'ado ne participe pas dans les premiers temps, et ça ne bloque plus. Et ça, et en individuel et en groupe. Donc, quand même, il y a ces idées-là qui sont aussi en train de se développer. C'est pas très récent, c'est pas très ancien, pardon, le fait qu'on accompagne des parents sans voir les enfants. Enfin, peut-être que Nathalie Franck vous en a parlé plus tôt dans la journée, mais avant, on disait vraiment, si on voit pas l'enfant, on peut pas accompagner les parents, quoi. Voilà, et ça fait que quelques années qu'on dit, bien sûr que si, en fait, dans la guidance parentale, on peut c'est des choses qu'on peut faire, qu'on trouve dans d'autres domaines, mais le développement, il est quand même assez récent. Et dans les institutions, notamment du médico-social, ce que disaient certains, c'est vraiment, mais oui, mais nous, on peut pas le côté ça, en fait, on peut pas l'admettre. Voilà, donc et grâce au développement justement de la formation des professionnels, c'est des choses qu'on peut plus envisager et donc qu'on peut plus mettre en place aussi. Sur les lieux de soins, les professionnels gèrent mieux les comportements de violence des enfants et des adolescents. Ça, c'est quand même aussi intéressant. Dans le côté, il y a moins d'escalade, il y a moins d'épuisement aussi de la part des professionnels à lutter contre la violence. Je ne sais pas si vous savez ça, mais le nombre d'arrêts, c'est une collègue qui est responsable d'un ITEP qui me disait que le nombre d'arrêts, le nombre de burn-out, il était explosif et que les équipes, elles tournaient quand même très régulièrement à cause des problématiques de violence. Donc, les équipes, en tout cas, qui ont été formées, disaient justement qu'elles se sentaient moins épuisées à lutter contre les comportements de violence des enfants et des ados. Et que de fait, elles se faisaient aussi moins traîner dans des escalades. Donc, finalement, un peu ce qui correspond au programme aussi pour les familles. Et elles s'autorisent plus à parler des situations de violence en équipe et elles osent faire appel aux collègues. Il y a un peu cette situation de face à l'enfant. Avant, c'était bon, j'y vais et comment est-ce que c'est moi qui pose les règles et qui pose le cadre et qui passe en force, alors que maintenant, ça n'a plus besoin d'être une démonstration de force, de quelle aide en fait j'ai besoin et à qui je peux faire appel en fait dans mon réseau de soutien professionnel, quoi. Donc c'est finalement un peu les mêmes techniques qui sont dans ces programmes-là, dans les autres institutions et qui sont très très intéressantes. Donc, c'est des professionnels qui entrent aussi en lien, j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns par là, mais avec React et qui utilisent le site comme ressource. Et bravo du coup pour le site parce que franchement, c'est une super ressource pour pas mal de familles. Il y en a beaucoup qui donnent les vidéos, enfin, voilà, qui parlent vraiment du site régulièrement. Il y en a pas mal qui ont affiché aussi les petites affiches et tout ça dans les lieux de soins. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Et encore merci pour votre travail, du coup, parce que ça permet de faire vraiment un réseau de soutien autour de ces problématiques-là.
et qui multiplie aussi la diffusion autour d'eux aussi, sur le territoire de proximité, dans les écoles, du côté des services sociaux pour alerter aussi sur ces problématiques-là. D'autres professionnels libéraux, il y en a qui font de la communication dans les journaux un peu locaux, dans ce que j'ai eu en tout cas dans les retours, et je trouve ça hyper intéressant. Et c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, si les professionnels communiquent aussi, les parents communiquent aussi, il y a un moment où tout ça, ça va faire boule de neige et ça va être hyper intéressant. Alors, il est clair qu'on n'en est qu'au début, parce que finalement, le programme de Jaime Omer de mémoire, je ne sais plus, c'était 2015, il me semble, la première formation française à Montpellier. Bon, j'ai un petit doute sur quand même la date, mais c'est récent finalement. Et ça va aller de plus en plus en se développant. Donc, je trouve pour les professionnels aussi un bel outil, parce que ça permet de plus être bloqué là où justement jusqu'ici en tant que professionnel on était bloqué. Si l'enfant ne voulait pas participer, on ne pouvait rien faire, quoi. Voilà, je pense qu'on peut aller sur la diapo suivante. En tout cas, dans les diffusions pour la suite, justement, c'est poursuivre la formation des professionnels, hein, ça très clair. Mettre en place des équipes réflexives dans les institutions. Donc là, on est sur, en fait, en ce moment, en train de mettre en place des équipes sur plusieurs CHU qui sont formées, qui utilisent la résistance non violente au quotidien, et faire des sessions d'intervision, parce que le fonctionnement CHU est aussi un fonctionnement quand même particulier, quoi qu'on en dise. Et donc, faire ce type d'équipe de réflexion, en tout cas, sur comment on continue notre accompagnement, et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et la communication des professionnels qui sont formés au niveau local, ça, c'est hyper important, et ça commence vraiment à se développer aussi. Donc, je trouve que c'est en cours, et effectivement, pour reprendre dans le chat, c'est un travail de fourmi. Oui, voilà. En tout cas, merci de votre attention. Donc, bon, désolée, c'est un topo qui est un peu court, qui était peut-être le moins enrichissant pour vous en tant que parent, mais ma mission, c'était de vous faire un petit retour sur ce qui se passe au niveau professionnel, en tout cas, et comment on essaye de former les autres professionnels sur le terrain. Donc, merci en tout cas pour votre attention.